Pour la 5e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie, ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le Forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche. Être en retard, ça arrive, mais je crois que c'est la seule qui suis en train de courir. N'est-ce pas? J'avais l'impression que tout le monde courait, mais en fait, c'est moi qui cours dans les couloirs. Mais voilà, parce qu'on est très distants dans les deux salles. Mais a priori, on va quand même commencer ce panel avec beaucoup de retard, mais je sais que vous allez pouvoir quand même tirer le maximum d'enseignements de ces échanges. Merci beaucoup en tout cas à tous les participants d'être présents. Nous remercions également particulièrement les tiers et les panélistes de cette session. Nous avons Madame Sylvia Dalaïnov, représentante du pays de l'UNICEF, pour co-tirer avec Madame le Dr Raymond Goudou Kofi cette session avec, comme depuis quelques années, une session hybride, en virtuel et en présentiel. Donc, c'est également les aléas de la technique d'avoir les autres en ligne, mais a priori, ils sont là. Dr Francis Owaswa sera en virtuel, mais les autres sont présents. Dr Serge Eroli, Dr Isabelle Morera, Dr Melchior Aïssi, et a priori, je voudrais vous présenter Madame le ministre, Dr Raymond Goudou Kofi, qui va co-tirer avec Dr Madame Sylvia Dalaïlov. Dr Raymond Goudou Kofi, nous aimons bien la présenter parce qu'on est tout le temps au Sénégal et c'est une amie et une petite sœur du professeur Awa Maricol. Et elle court aussi beaucoup parce qu'en fait, on la prend tout le temps au dépourvu. Aujourd'hui, nous avons également pris au dépourvu Madame Sylvia Dalaïlov, pour vraiment venir accompagner ce panel. Madame le ministre est actuellement gouverneur du district du Lac. C'est la santé de la Côte d'Ivoire. Elle a été ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle a permis à son pays de réaliser des avancées notables dans la lutte contre le tabagisme, la prise en charge du cancer et la promotion de la vaccination notamment. Toute occasion de parler de ces notions, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Elle a été également ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public de la Côte d'Ivoire. Elle a un leadership reconnu à l'international et à tour siégé au conseil d'administration de Rollback Malaria de l'Alliance Gavi, a reçu la distinction de champion de la vaccination en 2018 à Abu Dhabi. Elle a été également ministre de la Femme et est actuellement reconnue pour son engagement dans la lutte pour les droits des femmes,
leur promotion au poste de décision politique, économique et sociale. Elle est par ailleurs commandeur dans l'Ordre national de la Côte d'Ivoire, commandeur dans l'Ordre de la solidarité nationale, commandeur dans l'Ordre de la santé et commandeur de l'Ordre de Malte. Commandeur en beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, elle est pour la CESU et pour le Forum Ghanien d'Afrique. Je vous remercie, madame, de prendre le panel. Merci beaucoup, Sénabou. Je voudrais saluer l'assistance et vous remercier d'être resté pour ce deuxième panel. Merci en tout cas tout un chacun. Nous avons pris effectivement du retard, donc nous allons peut-être pas rattraper, mais nous allons essayer de faire en sorte d'être concis, précis et surtout d'être assez prolixe sur le point essentiel, c'est-à-dire bien sûr ce qui nous ressemble ici ce matin, la qualité des sons. Comme le disait tout à l'heure Sénabou, je co-préside donc ce panel avec des personnalités et pas des moindres dans le domaine de la médecine, mais également dans le domaine du partenariat. Je vous présente donc Madame Sylvia Danilov, qui est la représentante de l'UNICEF au Sénégal. Alors, Madame Sylvia Danilov a une riche expérience professionnelle dans les domaines du développement international, des droits humains et de l'action humanitaire au sein des Nations Unies, du gouvernement suisse, des ONG internationales et de l'Académie. Nous devons noter que depuis 2019, elle est donc en poste comme représentante de l'UNICEF au Sénégal. Elle est responsable de programmes de coopération avec le gouvernement dans le domaine de la survie du développement. Et quand on dit UNICEF, on entend bien entendu tout de suite enfant. Et donc, elle est une grande collaboratrice du gouvernement ivoirien et du gouvernement sénégalais, pardon, et surtout donc du ministère de la Santé avec la prise en charge, bien sûr, et la coopération pour les enfants. Avant de rejoindre l'UNICEF, Mme Sylvia a travaillé en tant qu'experte en droits humains pour le ministère suisse des Affaires étrangères. Voilà donc cette personnalité pétrie d'expérience avec laquelle nous allons partager donc ce panel. Je vais également vous présenter assez brièvement, pour que nous puissions commencer, les personnalités qui sont donc virtuelles d'abord, le professeur Francis Omiswa. Est-ce que c'est possible de savoir si le chancelier de l'université de Soroti en Ouganda, le docteur Francis Omiswa, est bien avec nous en virtuel? Est-ce qu'il nous entend? C'est ça surtout qui est important. I am online, I can hear you. Okay. Oui, je suis en ligne, je vous entends. Ok, on va continuer quand même. Alors, je vais vous présenter tout de suite après le professeur Serge Ollier, qui est donc le chef du service de maladies infectieuses en Côte d'Ivoire. Alors, professeur Serge Ollier, tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire par sa discrétion, mais surtout de son efficacité. Il est professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Trècheville-Bichon. Il est maître de conférence à la faculté de médecine à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est actuellement co-directeur du Centre international de recherche du CERN. Il est président du réseau africain de praticiens sur la prise en charge des personnes vivant. Si je continue, je ne suis pas du tout le temps de pouvoir passer donc au panel. Je vous dirais simplement que le professeur Serge Ollier est reconnu comme la personnalité qui a le plus pris en charge tous les cas de coronavirus que nous avons eu en Côte d'Ivoire. Et en cela, tout le monde le reconnaît, sa supériorité et son efficacité dans ce domaine. Je m'arrête là parce qu'on va dire que parce que je suis ivoirienne, je me lance des fleurs, donc je m'arrête là. Je vais vous présenter. Je vais vous présenter également une autre personnalité et pas des moindres, le docteur Isabelle Moreira, présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Alors, docteur Isabelle Moreira est gynécologue obstétricienne.
Elle est diplômée de santé publique en administration de la santé. Elle est spécialiste en santé de la reproduction avec une expérience de plus de 20 ans au niveau national et régional en santé maternelle et particulièrement en soins obstétricaux. La planification familiale, elle est habituée. La santé des adolescents, c'est sa spécialité, et la sécurisation des produits de santé de la reproduction et le VIH-Sida. Elle possède également une très grande expérience en milieu hospitalier en tant qu'ancienne interne des hôpitaux de Dakar et une expérience de terrain. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est toute l'expertise qu'elle a acquise au sein des structures sanitaires. Nous allons en parler tout à l'heure. Merci, docteur Isabelle Moreira, d'être présente. Et nous avons une autre personnalité, monsieur Melchior Athanase Aïssi, qui est actuellement, il est médecin spécialiste en santé publique, en santé développement et en gestion des catastrophes humanitaires, et il est directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, l'OAS. Donc, c'est récent, depuis le 3 août 2022. Félicitations, docteur Aïssi. Il est également titulaire d'un diplôme de 3e cycle en santé publique, en santé et développement de l'université Henri Poincaré en France. Il est membre du dispositif des Nations Unies des experts de la planification stratégique. Docteur Aïssi, bonne arrivée sur ce plateau. Alors, Sylvia, c'est ça? Sylvia, nous allons donc aborder ce qui va être pour nous ce matin, disons en fin de matinée, le point essentiel de nos échanges. Il s'agit de la qualité des soins. Alors, pour bien situer donc, le contexte de notre panel, nous allons simplement, depuis la première édition en 2018, le Forum Ghanien Afrique œuvre pour le renforcement de la recherche et le développement durable par le partage d'expériences face aux problématiques majeures de santé publique. Alors aussi, dans le cadre du pilier offre, donc de notre programme, n'est-ce pas, offre de la santé, de la couverture sanitaire universelle, on entend par qualité des soins la mesure par laquelle les services de santé permettent de parvenir aux résultats sanitaires souhaités et améliorent l'état de santé des populations. Mais la qualité des soins, c'est aussi et surtout l'affaire de tous. Vous en conviendrez avec moi, c'est ce qui nous rassemble ici. Mais aussi bien les professionnels de santé que les dirigeants, et ceci au profit du patient, qui en est donc le premier bénéficiaire. Mais la communauté également en est bénéficiaire. La disponibilité des ressources humaines, la formation de base, la formation continue des professionnels de la santé, la disponibilité et la qualité de médicaments, des infrastructures et des plateaux techniques adéquats sont bien entendu le plus important avec la gouvernance. Et c'est ce qui nous rassemble ici. Et nous allons poser donc notre première question au docteur Francis Omassoa, en lui posant la question: vous avez toujours été préoccupé par le déficit en ressources humaines en Afrique. Pouvez-vous nous en faire une description, professeur? Professor, please take the floor, please. Thank you. Okay. Welcome. Thank you. So, Merci beaucoup. there is an echo. Hello? Allô, vous m'entendez? Okay, the question to me is about the human resources for health deficit. De déficit And our main theme n'est-ce pas? is quality Et of le thème care. principal, c'est la qualité I des believe soins. we will all agree without any Donc, discussion effectivement, that without nous skilled, ne pouvons supported rien and faire motivated health workers, sans les it is not possible travailleurs de santé to motivés deliver et any quality qui ont of la care. capacité. Nous ne And pouvons yet, en aucune façon parler de here qualité in de soins. Africa, Or, we have ici en had a Afrique, very long history nous avons une longue of histoire health workforce deficits, de ce déficit, all the way n'est-ce pas, from the structural adjustment à days partir
partir when des jours de we were l'ajustement told by structurel, those who were on giving nous us money disait, that les autres nous disaient, are you following me? There is an echo est-ce que here. Can you hear me? vous m'entendez? Parce que j'ai un écho dans mes oreilles, mais est-ce que vous me recevez? Okay. Right, as I was saying, the history of Comme je health disais, workforce neglect is cette very histoire, old. But more recently, in the year remonte 2000, loin. there was Et a dans les study années called Joint 2000, Learning Initiative il y a led by une Dr. étude, Lincoln Chen, l'initiative which de spent a year l'apprentissage looking at the conjoint, global health qui a passé workforce beaucoup de temps situation à étudier and la situation published de a la report santé globale et a publié un which rapport basically established qui that there is a a global shortage montré qu'il y a at un the level déficit of a sur crisis, le of a plan global mondial. crisis. And it is characterized Et caractériser ce déficit by maldistribution par la of the mauvaise few health workers distribution who are there, de petit nombre who are de working travailleurs de conditions, la santé qui travaillent and dans then des they are conditions, migrating, mauvaises particularly from conditions, countries like ours. qui migrent So de nos pays. the World Health Report of the year Donc, le rapport 2006, One Health and de I was part of the group 2006, who je faisais prepared this report, partie du groupe found qui that ce rapport. Nous avons 36 trouvé countries in que Africa had 36 severe pays shortages en of Afrique health ont workers, that there is effectivement no way that they un could déficit provide basic health très care grave to their populations. au niveau des That is travailleurs de la 2006, that's santé. many years now. 2006, But ça remonte even à un now, nombre d'années the quand même. latest Mais studies have shown that aujourd'hui, while les some dernières countries have études improved, ont confirmé there are qu'il y a countries in encore Africa where quelques health pays workforce qui ont densities fait have des got worse. avancées, mais This is la situation particularly s'est in empirée relation to dans maternal d'autres and pays, child health. I'm surtout par glad we have rapport à la an santé obstetrician gynecologist maternelle in the et panel. infantile, The number avec of un très pregnancies and the petit number nombre of health de workers, gynécologues, midwives, une and the doctors, augmentation and des so on who grossesses, are un needed nombre to manage all these très pregnancies peu is élevé not enough. des And it has accoucheuses all those complications of mismanagement of les pregnancy, complications de labor, mauvaise gestion and des infant mortality, grossesses, and so on dans and un so on. contexte de So mortalité moving forward, infantile we croissante. really need to En fait, recognize first and foremost that we have these reconnaître tout shortages. d'abord que nous avons ce déficit. And each country needs to do Et chaque something pays about these shortages. a un rôle à I know I jouer have a pour second améliorer question la about situation. what I am Je pense about qu'il to y a say, une but let me deuxième wait for question this. qui m'attend. In short, Mais je vais attendre cette the question-là. global health workforce Je crisis la sens affects venir. Africa worse than anybody else. And it is characterized by shortages from urban to rural, shortages in skill sets, midwives, nurses, physicians of various types, laboratory staff, and so on and so Un on. manque de personnel We de have tried to laboratoire bridge également. this by training essayé what de they call combler ce allied gap. health workers, Par teaching plusieurs moyens, people to do work l'enseignement, which doctors do, which le nurses do renforcement des in capacités par les communities. médecins, This, to some au sein des extent, has helped, communautés, but sages-femmes it does également not au sein des communautés. achieve the Mais quality cela of n'a care pas that we servi à aspire. combler le gap par rapport à la qualité de soins. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le professeur. Je donne la parole à Sylvia pour la deuxième question. Thank you. Et premièrement, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie de faire partie de ce panel en présence vraiment d'illustres experts et leaders dans ce domaine. Et pour l'UNICEF, autant qu'avec le système des Nations Unies et les partenaires, nous travaillons énormément sur cette question fondamentale de la garantie de la qualité des services de santé comme un droit fondamental humain, mais aussi au cœur des actions pour la santé maternelle des enfants et des adolescents.
Donc, Professor Omasma, very pleased to meet you. And we see you have a Now, situation and you mentioned the vous avez une expertise dans cette situation. Vous avez évoqué le déficit. Est-ce que vous pouvez proposer 5 solutions pratiques pour avoir des personnels de qualité à tous les niveaux en Afrique, sur la base de votre expérience et expertise? Thank you for the question. Merci So pour cette now, question. I'll make it brief. Je vais être très bref. Practical action number one that I would La première chose recommend que je recommanderais is at country level. est au niveau, I would like national. to appeal to all African Nous countries, voulons lancer un appel recognize à tous that les pays africains health de workforce reconnaître que la requires force de technical travail, la expertise, main-d'œuvre en and it santé is requiert de an area of work l'expertise. that needs to be given Il priority. faut Each lui country donner should la have a priorité. national Donc, chaque health workforce pays plan devrait which avoir un links plan the de disease ressources burden of humaines the en la country matière to the skills of et pour leur health donner workforce that are les needed. capacités And nécessaires. on a regular basis, Et sur une the base country should undertake régulière, les pays devraient a également health labor market analysis, entreprendre une looking analyse at du the health marché workers who du are travail in de la the country santé pool, et their se pencher capacity to sur train le new cas ones, their des capacity to absorb travailleurs them à and la keep them on matière, their leur donner la jobs, capacité, les and also maintenir make sur sure they are leur poste distributed et les evenly distribuer throughout de the country façon where the needs are. équitable et régulière In many African dans les countries, pays. Dans beaucoup de pays there are no africains, health workforce experts. il n'y a pas Many d'experts ministry of health en employ matière. anybody Les ministres de la on santé human resources. recrutent For 1 n'importe year, the qui. person is working in the Un Ministry an, of la Finance. personne Another one travaille is dans working le in the Ministry ministère of des Agriculture. Finances, And d'autres then they ministères move to des the Ministry of Health Agricultures. On for les, 2 or 3 on years les, and move on les out again. place dans d'autres Those type of ministères people au will bout d'un not an. address this. Ce We genre need de health personnes workforce ne vont pas planning la faire. experts Il faut for planifier whom pour avoir training des is available. experts de santé, leur donner la formation And nécessaire. WHO has got these courses. L'OMS, en fait, Some universities on a also have got parlé these courses et around ont the world. ces So that's number de one, formation, en fait, country nécessaires level. à certaines universités également. Number two is Numéro 2, we all have nous professional avons associations in the tous countries des and in the associations regions. professionnelles dans nos pays, Association dans of nos régions, obstetricians n'est-ce and pas? gynecologists, L'association des surgeons, obstétriciens, and so on, gynécologues, des pediatricians. chirurgiens, pédiatriciens. We should Et organize ourselves il as faut professionals qu'on and s'organise support the health workers in every pour country soutenir les to travailleurs de la ensure santé, that the right standards pour of training take être place. sûr Ethics of practice, qu'ils which reçoivent la quality of care formation are addressed and nécessaire listened afin to d'avoir by la everybody. qualité de soins que nous voulons. And I want to give you one good example of what Un works bon well exemple through que the je tiens à association. partager avec vous Today, as dans we des speak, associations. Au moment in où je vous Namibia, parle, Windhoek, en Namibia, Namibie, the College of Surgeons of un East Central and Southern Africa de has l'Afrique just completed l'Est et graduating, australe examining and graduating over 200 vient surgeons de from many countries in certifier this plus part de of the world. 200 chirurgiens And these are the people who are going to go back dans home le monde. and serve Ce sont at des gens home qui vont because they were rentrer trained chez eux, at home as near travailler to chez their eux. Et un bon communities nombre as d'entre possible eux ont été and formés provided with the skills that they près need de leur by their own communauté people. qui vont se servir So this model of de training led by professional associations expertise is au bien-être de very leur population. commendable. Voilà un bon And there are modèle. others like this in d'association. Southern Il and y en a Eastern d'autres Africa. en And I Afrique think in West australe, Africa also de there's l'Est. West Et African je pense qu'en Afrique de l'Ouest également, there are West African colleges of vous health avez un professionals. collège Let's get these people to focus d'autres on this professions and care médicales. about Et il our faut se people. focaliser sur Sometimes cela. we just don't care. We are very Bien-être de experienced, nos very skilled,
but we have no population. initiative Nous avons to make sure that nos our expertises, skills etc., are actually mais nous ne les given partageons pas. Et the nous priority n'assurons pas that que d'autres can help quality of care. bénéficient, The d'autres aussi third suggestion I would put contribuer de to manière ourselves is political Troisièmement, advocacy. c'est le plaidoyer politique. You know, COVID has taught Vous the savez, world la a COVID major lesson, still nous a fresh in their minds. montré et A health emergency nous en can souvenons bring the whole que country and the whole world to a standstill. crise Yet, sanitaire to address these health emergencies, effectivement, faire we tout need health arrêter workers. dans un pays. Et comment We faire need a resilient dans health ces system. urgences? Nous n'avons pas un système So, résilient. this nous is n'avons our pas opportunity in des health. agents de santé For many years, formés. the economists Cependant, were telling us that health must wait economic growth. And after the economies have grown, then there will be money available for health. But now the facts are that without resilient health systems, you will have no economies. Bro, these are pari passu, they must move together. Strengthening health systems and also growing the economies. They cannot be separated. And can our political leaders get this message? Our heads of government, the African Union, and so on. So, dans l'Union africaine également doivent se saisir de ces questions. and we, at the continental level, we should be Au looking niveau at continental, revising the il continental strategy for revoir health une workforce, for stratégie health continentale, post-COVID, pour so that it développer puts health nos in the place notre where it truly belongs. sanitaire. La COVID nous a montré l'importance The de ça. fourth solution Et ensuite, is strengthen the global le global renforcement movement on health de workforce. mouvement, As global. you've seen from my background, I Moi, was the executive director of the j'étais Global Health directeur Workforce exécutif Alliance at de WHO in Geneva. l'Alliance And we created des a travailleurs de la global santé movement, à Genève. which Nous avons créé un ended mouvement up convening the first global international forum on human qui a resources for organisé health. le We premier carried out forum detailed studies of the international sur needs les and the ressources responses humaines which are sur la needed. santé. Et nous And avons débattu de cette question et de money la réponse, came des through réponses to support nécessaires. individual Et nous avons countries. eu le financement pour soutenir les pays individuels. But this movement is no longer as Mais strong ce as it was like mouvement 15, 20 est years ago. malheureusement aussi We fort, need to get together to support the global l'était health il y a 20 workforce ans. movement. Il faut remettre cela sur la table. And the last issue I want to refer Enfin, to is the challenge of migration of health Et workers. la migration The des fact agents de is santé. that the northern countries, the so-called rich countries, Les pays du Nord, just les don't pays have young people enough for their qui army, n'ont for pas their assez de banks, jeunes for personnes pour leurs for banques, everything. pour leurs armées, pour And they toutes are coming for les our people. professions, viennent There are chercher, recruitments which nos are jeunes taking place in viennent hotels and so on. recruter les But gens dans les we hotels, etc. created what is called the code Nous avons mis en of place migration, the le code code on the international migration of health workers. le In code the de WHO migration code on the sur international recruitment of health personnel. That's the agents technical name. de santé internationale. C'est le recrutement des agents So professionnels we de la santé. in Africa have a Et big nous, pool en of young Afrique, people. nous Let's avons train these young beaucoup de people jeunes. and then Il faut manage former. their movement Il using faut this ensuite code, which is an gérer excellent document. leur It migration addresses the sur la needs base de of ce countries code who are sending, qui who are se receiving penche individual sur health les workers. pays qui But reçoivent, this qui code has envoient not received the support that agents de it santé. needs. Mais ce code Some n'a pas le countries are soutien using it. nécessaire. If you Certains pays s'en Ghana, for servent. example, Le Ghana, has par exemple, entered je into crois, agreements with the Caribbean, with the UK, signé un and accord so avec on, les but Caraïbes not et enough of this le is happening. Royaume-Uni. Mais So, ailleurs, friends, this is bien a very, very serious and matter, the health workforce crisis. Let's put more effort in it. Let's make it a political priority. Let's use COVID as a reason to back more support for it and ensure that each country has capacity to manage health workers properly.
at all levels, from community level all the way to the specialists, and ensure that the people get the quality of services they deserve through those suggestions which I have made. Thank you very much. Professeur, je vous remercie pour votre excellente contribution. La parole à Dr Isabelle Moreira. Alors, Dr Isabelle Moreira, nous avons dit tout à l'heure que vous étiez médecin gynécologue obstétricienne, mais que vous étiez surtout la présidente de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Alors, quelle est la contribution de cette association dans la santé des femmes? Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci tout d'abord de nous donner l'opportunité en tant qu'association des femmes médecins du Sénégal d'être dans ce panel si prestigieux et de pouvoir échanger un peu avec l'audience, puisque vous avez dit que le Forum Galien, une de ses priorités, c'est ce partage. Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être en moins d'une minute vous parler de l'Association des femmes médecins du Sénégal, qui est une association qui a 33 ans maintenant. Donc, c'est commence à être une femme adulte, avec tous les défis des femmes adultes. Donc, et c'est une occasion pour moi aussi de remercier tous nos aînés qui ont créé cette association, notamment le professeur Eva-Marie Kolsek. C'est aussi ici l'occasion de lui rendre un hommage pour tout ce qu'elle a fait pour cette association et qu'elle continue de faire et surtout de nous inspirer, nous les plus jeunes. Donc, cette association créée à 33 ans donc, avait pour vision de faire en sorte que cette association professionnelle apolitique et laïque devienne un pilier incontournable du système de santé au Sénégal. Et je pense que vous allez voir que nous avons quand même essayé d'y contribuer beaucoup. Donc, cette association avait 4 objectifs essentiellement. Le premier, c'était la solidarité entre les membres, parce que vous savez, quand elles ont créé cette association, elles n'étaient pas très nombreuses à l'époque. On l'a dit, je crois, tout à l'heure ici, le professeur Gallo l'a dit. Elles étaient peu nombreuses, donc ce n'était pas évident d'être femme, quelques femmes dans ce monde d'hommes. Donc, c'était important de créer cette association pour la solidarité entre les membres, pour se serrer les coudes et se trouver une place. C'est encore valable, je vous rassure. L'autre objectif, c'est de renforcer les capacités de ces membres et appuyer aussi la politique de santé. Donc, c'est ça que nous avons parlé de ça. Et un pilier important, c'était la lutte contre les violences faites aux femmes. Et vous comprenez que dans la perspective des femmes médecins, pouvait s'étendre à d'autres éléments, d'autres aspects pour l'ensemble des femmes de la population. Donc, qu'est-ce que nous avons fait pour répondre à votre première question? C'est essentiellement en tant que sur 2 piliers, je vais parler des 2 piliers et les perspectives. Même si l'État avait signé des conventions, il fallait travailler derrière pour que ce soit effectivement fait, que tout soit ratifié, cette loi soit faite. Dans le cadre de la santé maternelle, toujours, il y a la planification familiale. La FEMS a beaucoup contribué dans le cadre du plaidoyer, notamment avec les leaders religieux. Vous savez que dans le contexte du Sénégal, la sous-région, ce n'est pas vraiment une stratégie très facile à mener pour la lutte contre la mortalité maternelle, mais d'en parler en tant que femme professionnelle à des leaders religieux, ça a pu également jouer un rôle important. Un autre pilier dans le plaidoyer, c'est la lutte contre les cancers des femmes. Surtout par rapport au plaidoyer. Un plaidoyer a été fait de manière soutenue pour le dépistage des cancers du sein, notamment avec la mammographie dans le secteur public, plus accessible. Et jusqu'à maintenant, la gratuité de la prise en charge du cancer du sein chez les femmes, l'Association des femmes médecins a contribué. Vous pouvez me demander, mais par quel mécanisme? Il y a beaucoup de mécanismes. Je vais juste vous parler d'un mécanisme qui est important. C'est cette capacité j'appelle ça entre guillemets de lobbying des membres. Parce que les membres sont à différents niveaux du système de santé, qu'elles soient membres de l'association, mais également dans d'autres structures. Donc, cette double casquette nous donne la possibilité d'influer les politiques. Vous savez que nous avons même actuellement une membre qui est ministre de la Santé, qui est membre de l'association.
Et ça a été le cas souvent dans l'histoire. On a eu la chance d'avoir beaucoup de femmes médecins ministres. Et donc, c'est une opportunité qu'on utilise aussi pour faire bouger les lignes au niveau des prises de décision, que ce soit au plus haut niveau du ministère, mais également dans les directions et divisions, les programmes, jusqu'à notamment un exemple concret, c'est la vaccination contre HPV pour les petites filles. C'est un plaidoyer qui a été fort porté par l'association il y a quelques années, au point où ça a pu être intégré, disponibilisé déjà financièrement par l'État, mais surtout être intégré dans le programme élargi de vaccination. Aujourd'hui, les petites filles sont vaccinées. C'est aussi un peu grâce à la FEMS. Sans parler de la sensibilisation des populations pour se faire vacciner sous différentes formes, des tables rondes, des causeries, etc. Un autre pilier, c'est l'offre de services. En dehors du plaidoyer, c'est l'offre de services pour la lutte contre la mortalité maternelle. La FEMS a été une des premières organisations à mener ce qu'on appelle les caravanes de prise en charge. Aujourd'hui, beaucoup d'associations, beaucoup de monde le fait, mais c'était à l'époque dans les années 80-90. La FEMS qui a 90 plutôt, la FEMS qui a mené ces caravanes de prévention, de prise en charge, de dépistage pour les femmes enceintes, mais également pour le dépistage du cancer du col. On a formé beaucoup de prestataires de santé, les sages-femmes notamment, qui sont en première ligne pour faire cette activité. Maintenant, pour finir cette question, je ne veux pas être trop longue, les perspectives, la qualité des services, un des aspects très, très importants, et le retour qu'on a des populations. Pour la population, l'aspect le plus important quand on questionne les études, etc., c'est l'attitude, l'accueil, le comportement. C'est un des problèmes clés de la qualité des services derrière tous les autres aspects importants. Mais pour la population, c'est un aspect important. Et nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un programme de mentorat au sein de l'association pour pouvoir encadrer les plus jeunes, pouvoir transmettre certaines valeurs de savoir-être qui ne sont pas enseignées forcément dans les facultés. Ça dépend beaucoup de la personne, de son éducation, etc. Mais il y a des choses qu'on peut quand même passer parce que peut-être nous avons eu la chance d'être plus en contact plutôt avec les patients, d'être aussi plus encadrés. Parce que maintenant, avec la massification de la formation, c'est un peu plus difficile pour les jeunes. Ce que nous, on a eu la chance de faire pour qu'on ait peut-être un peu plus d'empathie, entre guillemets, ou de capacité de communication qu'on puisse le transmettre. Ça, c'est un programme pour lequel qui est très important pour nous en termes de perspective. Merci, docteur Morena. Alors, ce que nous vous proposons, tout à l'heure, en virtuel, nous avons fait les 2 premières questions ensemble pour éviter d'aller et de revenir. Nous allons continuer sur la première série de questions et ensuite, la co-chair fera la deuxième partie des questions pour vous laisser le temps de souffler un peu et de vous retrouver. Je pense que ce serait mieux. Alors, donc, nous allons passer tout de suite au docteur Melchior Athanase ici. Nous allons vous poser la question. Vous êtes le directeur général de l'OAS actuellement. Alors, quel est l'état d'avancement de la couverture sanitaire universelle dans la sous-région? Merci. Merci. Je crois que je me fais entendre. Merci beaucoup. Je voudrais, dans un premier temps, comme c'est ma première prise de parole, vous prier d'accepter que je vous prenne à témoin pour remercier le Forum Galien. Et je disais je vous prie d'accepter que je vous prenne à témoin pour remercier le Forum Galien et principalement Madame la ministre d'État pour mon invitation, parce que depuis que je suis ici, ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts, beaucoup de connaissances également, parce que j'en apprends beaucoup. C'est une très bonne chose, c'est ma première participation. La question qui m'a été posée en ce qui concerne l'état d'avancement de la couverture santé universelle dans la sous-région, notamment la région de la CEDEAO, je ne peux que l'apprécier par rapport à la définition. Sinon, c'est une question très facile où je pourrais répondre que c'est en cours. Mais cependant… Mais un peu plus. Oui, je vais être dynamique.
et que chacun de nous va voir, puisque nous sommes tous ici de la sous-région, chacun de nous verra. Parce que si nous remontons un peu dans la définition de la couverture sanitaire universelle, c'est de donner à l'ensemble des populations une protection financière pour obtenir des services de santé d'une qualité suffisante pour être efficace. Pour être efficace. Ça voudrait dire que la définition reconnaît que l'homme est le moteur de développement. Parce qu'il est efficace, il va produire le développement, il a été toujours le producteur de richesse au niveau des nations. Et la deuxième chose qui est dedans, on a parlé de qualité. C'est pourquoi nous sommes là. Cela suppose que si nous devons avoir le service de santé suffisant et efficace, nous examinons les 3 piliers. L'équité, d'accord, la qualité elle-même et la couverture financière. Alors nous serons, j'essaierai des dynamiques, excusez-moi, mirons-nous à travers nos points de santé. Est-ce que les soins que nous donnons sont toujours avec équité? Est-ce que nous donnons ces soins avec impartialité, probité, honnêteté, neutralité, justice, sans discrimination? Chacun peut répondre à cela. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur la qualité des soins au niveau de notre espace. Je citerai peut-être les 5 ou 7 premiers piliers de la qualité. D'abord, la gouvernance. Au niveau de nos hôpitaux aujourd'hui, il faut voir l'organisation des services, l'accueil. Le milieu d'accueil est-il bien aménagé? Le système d'accueil même des patients, est-ce que le patient est rassuré souvent à l'accueil? Le mode de communication est-il idéal et parfait? Le couloir de circulation du demandeur de soins est-il rassurant et apaisant? Que le malade ou le demandeur de soins qui arrive à l'hôpital ne se perde pas? Le séjour dans nos services de santé pour le demandeur de soins ne présente pas de risque? Est-ce que nous sommes tout le temps aux normes? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination ou d'autres accidents? Venons-en aux ressources humaines. Deuxième pilier. Est-ce que nous sommes toujours conscients du cursus de ces ressources humaines que nous engageons au niveau des hôpitaux? Leur formation et les pratiques. Sont-elles toujours sécurisées dans leur milieu de travail? Docteur, si vous pouvez concentrer un peu plus. Oui. Merci. Toujours sécurisées dans leur milieu de travail? Est-ce qu'il y a la motivation pour qu'on n'ait pas de déperdition? Est-ce que nous respectons même les normes en matière de charge de travail pour ces ressources humaines? Et qui fait quoi souvent? Doit-il le faire? Est-ce que nous examinons tout cela? Troisième pilier, le plateau technique. Est-il souvent adéquat et spécifique, conforme à chaque service? Les médicaments essentiels sont-ils souvent disponibles, certifiés ou autorisés? Est-ce que nous contrôlons la bonne gestion de l'approvisionnement et le stockage suivant un circuit bien transparent? Pour savoir la dispensation de ces médicaments-là aux demandeurs de soins? Le système d'information est-il fiable? Respecte-t-il les références et les contre-références?
le système de surveillance ou de collecte d'analyse des données qui nous permet de prendre les décisions? Avons-nous l'assurance qu'il est aux normes? Est-ce que nous disposons toujours au niveau de nos hôpitaux, de nos centres de santé, de la cartographie des risques pour pouvoir agir dessus, pour assurer la qualité? Venons-en au laboratoire et aux autres dispositifs des examens paracliniques. Sont-ils aux normes, contrôlés et accrédités? Quelle est la séquence pour nous de ce suivi? La prestation des soins. On ne demande pas dans notre région une obligation de résultat. Mais la qualité veut que nous ayons au moins le recours à la satisfaction du client ou du patient, l'appréciation du résultat, nous-mêmes par rapport à la dispensation. Tout ça fait partie de la qualité. Je m'arrête seulement sur ces piliers-là. Alors, chacun de nous peut répondre. Merci, docteur. Je voudrais en venir un peu à la protection financière. Et si on passait plutôt à la deuxième question tout à l'heure, comme ça vous pourriez juste aborder cette question. Déjà, les questions que vous avez posées déjà à l'assistance, je pense que le temps qu'ils digèrent tout ça, ils pourront déjà préparer leurs questions tout à l'heure pour les quelques échanges, quelques minutes d'échange que nous aurons. Donc, je vais passer la parole tout de suite au professeur Serge Ollier, qui, je le rappelle, donc, est chef d'un service de maladies infectieuses en Côte d'Ivoire. Alors, professeur Serge Ollier, la deuxième dimension de la couverture sanitaire universelle exige aussi de légiférer sur les différentes professions pour définir ce qu'est un soin. Un soin doit être reconnu et validé scientifiquement. Alors, ma question, elle est celle-ci. Pouvez-vous nous parler de l'état de la réglementation des professions de santé dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Merci. Merci beaucoup, Madame la ministre, chère grande sœur, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais remercier avant tout Madame la ministre d'État, Mohamed Professeur Awakolsek pour l'invitation et l'ensemble des panélistes pour les pistes qui m'ont ouvertes. Alors, au niveau de la réglementation en Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut qu'on travaille avec d'abord les organisations ordinales. Nous avons au départ 3 organisations ordinales, l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des chirurgiens dentistes et plus récemment, il y a eu l'ordre des sages-femmes. Ces organisations ordinales sont associées aux syndicats de ces différentes spécialités, nous donnent l'orientation en termes d'éthique et de déontologie. On ne peut exercer en Côte d'Ivoire sans être inscrit à l'ordre des médecins pour les médecins, sans être inscrit à l'ordre des pharmaciens ou l'ordre des chirurgiens dentistes et vraiment l'ordre des sages-femmes. C'est agréable pour moi que je sois à côté du directeur de l'Organisation ouest-africaine de la santé parce que nous sommes dans un espace d'intégration économique. Et ce qui veut dire qu'un médecin qui est au Bénin, qui est au Burkina, a le droit, la possibilité de venir exercer en Côte d'Ivoire pour peu que l'ordre l'ait reconnu et que son diplôme soit reconnu. Il est évident que tous les pays de la sous-région sont en sous-effectif, mais l'attractivité économique de certains pays et l'instabilité sociopolitique de certains pays amènent pas mal de nos collègues, toutes disciplines confondues, à venir exercer dans notre pays en Côte d'Ivoire. Avec l'offre privée qui se multiplie en Côte d'Ivoire, le nombre de cliniques privées qui se multiplie et de polycliniques, ce n'est pas sous votre mandat, Madame la ministre, que vous n'avez pas bloqué de polycliniques, mais avec votre rigueur, on a pu essayer de contrôler, mais quoi qu'il en soit, il s'avère que les ordres ont l'obligation de vérifier l'exercice de la profession. Et cet exercice de la profession est articulé sur l'académique, parce qu'il faut que l'université, que les unités de formation et de recherche, je vois le don de la faculté de pharmacie ici, de médecine et d'odontostomatologie reconnaissent le diplôme. Bien souvent, ce sont des diplômes qui ne répondent pas aux normes que l'on a, qui ont été peut-être acquis dans d'autres pays de la sous-région, et il est important qu'on puisse les valider. Donc, la réglementation, elle existe, mais elle peut être
facilement contourné tant qu'on n'a pas de vérification. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on a 2900 établissements de santé publique, mais presque autant d'établissements privés qui ne sont pas tous agréés par le ministère de la Santé. C'est la grosse bataille que vous avez menée en votre temps, qu'on continue de mener aujourd'hui avec le ministre Pierre Demba. Et il s'avère que ces organisations privées sont des cliniques, mais en réalité, sont des infirmeries qui se transforment en cliniques. Je pense que ça doit être pareil dans la sous-région. Et nous avons obligation de contrôler ces cliniques privées, mais elles répondent à l'offre de proximité. On y reviendra avec la couverture maladie universelle, qui a comme faiblesse l'offre de proximité. Et la population a besoin de cette offre de proximité pour réduire le parcours de soins. Et ces cliniques privées, qu'on pourrait dire clandestines, ou infirmeries transformées en cliniques privées, sont vraiment un pilier indispensable de la couverture maladie universelle. On ne pourra pas les fermer, mais il faudra les contrôler et les agréer. Ce qui veut dire qu'il nous manque des éléments importants de la réglementation, c'est la notion d'évaluation. On ne peut pas évaluer tant qu'on n'a pas de normes de base. J'aime bien quand on parle de normes, mais pour moi, la théorie, c'est une chose. Mais quelles sont les normes adaptées à notre contexte? Et ces normes qui ont besoin de procédures après nécessitent que ces cliniques privées puissent répondre à ces normes pour qu'on puisse bien les contrôler et faire de la réglementation. Le point sur lequel j'insiste pour terminer, c'est lorsque on parle de réglementation, nous avons 4 organisations ordinales, mais qui travaillent de manière verticale, elles ne sont pas transversales, elles ne travaillent pas ensemble. Je pense que lorsqu'on a une polyclinique de nom ou de fait qui fait dans la même pratique la délivrance des médicaments, ce sont les pharmaciens. Le soin médical, ce sont les médecins. Le soin dentaire, ce sont les odontostomatologies et de l'accouchement ou de l'obstétrique, ce sont les sages-femmes. Mais ces 4 organisations travaillent de manière différente, elles ne sont pas cloisonnées. Ce qui veut dire qu'on a la même éthique, la même déontologie, quelle que soit l'organisation ordinale à laquelle on appartient, et il faudrait qu'elles travaillent ensemble. C'est bien que la présidente de la Fédération des médecins femmes du Sénégal soit là, parce que ça veut dire qu'on doit tous travailler ensemble pour définir un cadre organique de travail unique. Et les adaptations pourront se faire en fonction des différentes spécialités. Ça nous manque. Vous êtes ministre, vous savez quelle pression chaque organisation a mis sur vous, mais jamais, vous prenez votre exemple, je ne vous pose pas de questions, je n'ai pas le droit. Je ne sais pas à quel moment vous avez pu avoir les 4 organisations en même temps pour leur demander qu'est-ce que vous voulez faire ensemble pour assainir le milieu. Je ne les ai pas vus. J'ai eu la chance de travailler avec vous. Chaque fois, on les recevait de manière différente et chacune a son problème. C'est pareil dans la sous-région. Il est important que la réglementation soit unique et adaptée de manière sectorielle. Il n'y a pas de réglementation adaptée par secteur imposée aux décideurs gouvernementaux. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, la réglementation se fait. On a tout ce secteur informel qu'on ne pourra pas rejeter du revers de la main. Ça va casser le système de soins en Côte d'Ivoire. J'ai oublié les tradis praticiens. J'ai oublié qu'on a de la médecine chinoise sans stigmatiser qui est partout, y compris même de la pharmacopée chinoise. Ils font tout sur place. On ne peut pas tout fermer parce que dès que vous fermez, l'approche communautaire veut que le tradit praticien ou le médecin de proximité, quel qu'il soit mieux vu que nous, les médecins universitaires qui apparaissons comme des personnes inaccessibles, des personnes peu courtoises et des personnes mal éduquées. Et je le dis comme je le pense, hein, la réglementation suppose l'éducation. Et l'éducation, on ne la fait pas à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie, on la fait dans son milieu communautaire. D'où le dernier point, qui est l'intégration de l'approche communautaire pour une réglementation appliquée. On peut faire toutes les réglementations, tant qu'on ne va pas aller vers le milieu pour comprendre comment on peut mettre en œuvre cette réglementation, ce serait un échec. J'en ai terminé. Merci, professeur Serge Ollier. Vous avez mis l'accent particulier sur le fait qu'il faille définir donc un cadre de travail unique. Je suis d'accord avec vous. Vous m'avez cité à plusieurs reprises. Effectivement, je ne vous autorise pas à me poser des questions
puisque mon mandat est également le vôtre. Nous avons travaillé en étroite collaboration, mais nous avons eu quand même beaucoup de réussite et je tiens à vous féliciter ici. Je passe donc la parole à ma co-chair, Sylvia, pour la deuxième série de questions. Mais en tant que présidente de séance, je souhaiterais vraiment que nous soyons un peu plus concis parce que je voudrais quand même donner la possibilité à l'assistance de pouvoir poser quelques questions. Merci beaucoup. Merci à ma co-chair et merci aux panélistes pour cette première série de réponses qui positionnent et font l'état de la situation, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région. La deuxième série de questions, c'est vraiment les perspectives et les stratégies. Et comme a dit ma co-chair, on peut être bref parce que je pense que vous avez déjà présenté certaines de ces perspectives. Mais Dr Moreira, vous avez présenté vraiment le travail de l'Association des femmes médecins du Sénégal. Beaucoup d'impact, beaucoup de résultats, mis en avant la question aussi de l'expérience des soins. Quel rôle les femmes médecins pourraient-elles jouer dans le développement de la couverture sanitaire universelle, notamment sur la qualité des soins? Merci beaucoup, merci. Je vais d'abord partager les deux petites expériences que nous avons eues par rapport à ça, notamment dans l'optique de comme mon voisin de droite vient de dire, c'est cela. J'ai bien aimé cette expression, pouvoir assurer la couverture, l'accès financier en fait, pour avoir des soins de qualité, parce que derrière tout ça, cette couverture, il faut avoir l'accès financier. Nous avons essayé deux tentatives. Une première, c'était pour essayer impulser un modèle ou être stimulé l'adhésion aux mutuelles de santé. C'était il y a une dizaine d'années. Et nous avons parrainé un DARA, c'est une école religieuse, école coranique, de 1500 enfants que nous avons souscrit à une mutuelle. L'idée, c'était derrière que les gens voient que c'est faisable, qu'une association professionnelle le fait. Donc, c'était pour faire tache d'huile. Mais vous comprendrez que ça n'a pas fait long feu. Cette idée qu'on avait de stimuler, parce que vous savez tous les défis qu'il y a autour de ces approches un peu sectorielles, saucissonnées de prise en charge du financement de la santé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur ça ces 2 derniers jours. Et l'autre initiative, c'était, avec nos propres membres, essayer de les faire souscrire justement à des assurances de santé, des mutuelles. Et on s'est vite heurté au même problème que dans la population. La culture de l'assurance, même pour le personnel de santé, la culture de l'assurance santé, même pour le personnel de santé, est un obstacle, est un défi, c'est pas évident. Donc, juste maintenant, pour parler dans les perspectives, je vais plutôt parler du rôle de la société civile. Ici, ce que je pense qu'on en a sûrement parlé déjà les 3 premiers jours, l'idéal, en fait, ce serait un système de financement, un mécanisme de financement, qui, à mon avis, reste à trouver. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui sont en place, mais je pense qu'on reste à trouver le mécanisme financier qui permettrait à tous et à chacun de contribuer à sa santé. En fait, ça, c'est important que ce soit une taxe qui serait prise sur plusieurs choses, pas forcément stigmatisant tel produit ou autre, où personne ne le sent vraiment, mais tout le monde contribue. C'est un mécanisme. Ou comme je l'ai vu dans un pays voisin, chaque personne contribue à hauteur de ce qu'il a. Je suis dans le secteur informel, je suis personnel de maison, je gagne 25 000 francs par mois ou 40 000 francs par mois. Je donne tous les mois 500 francs ou 700 francs, je ne sais pas comment c'est estimé, mais chacun contribue. Un mécanisme qui a été mis en place, je parle de l'exemple du Cap-Vert que je connais un peu, où chaque personne contribue à hauteur de ce qu'il a pour la santé. Et c'est des fonds qui vont directement à la santé. C'est juste par rapport c'est un exemple que je donnais. Maintenant, l'idée de contribuer, de faire contribuer systématiquement, je mets entre guillemets, de faire contribuer systématiquement les populations, c'est important. Et là, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être je peux partager avec vous, qu'au Sénégal, les dépenses de santé des ménages contribuent 52%. Les ménages contribuent déjà à hauteur de 52%. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas encore suffisant, la preuve. Ce n'est pas encore suffisant et les populations ne sont pas encore satisfaites du fait que malgré qu'elles donnent tout ça, ça les appauvrit, ça paupérise la population et ils n'ont pas les soins qu'ils veulent. Donc, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir faire mieux. Et maintenant, quel est le rôle de la société civile? À notre avis, en tant qu'association professionnelle, parce que nous sommes aussi dedans, dans le secteur et également dans la communauté, c'est de pouvoir 2 piliers ou 3. Convaincre l'État qu'il y a encore des choses à faire.
que ce mécanisme reste à trouver. Et c'est à la société civile de pousser un peu, mais pas seul. Et je vous parlais à la fin de la façon dont ensemble on essaie de faire les choses. Et ça, c'est l'État, mais également continuer à convaincre la population qu'il faut qu'il investisse sur sa santé. Différemment peut-être de comment on fait, parce que c'est dans une catastrophe, en urgence, il faut chercher de l'argent, on se pulvérise, on cotise, et on se ruine pour soigner quelqu'un, et souvent ça ne sert pas à grand-chose. Maintenant, le dernier point, c'est justement la gouvernance. Quelqu'un l'a dit. Derrière tout ça, il y a la gouvernance. Donc, le financement de la santé sans la gouvernance, ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que la société civile peut faire? Actuellement, nous avons avec l'appui de l'USAID, mis en place une plateforme des organisations de la société civile pour le plaidoyer par rapport au financement de la santé. Et dans ce volet, la FEMS, l'Association des femmes médecins, est sous-récipiendaire pour tout ce qui est renforcer le leadership des organisations communautaires et sur la gouvernance et la gouvernance en santé, pour qu'ils puissent vraiment jouer ce rôle de veille citoyen, de contrôle, pouvoir s'asseoir là où on décide des budgets et de décider bien, que ce soit le collectivité locale, l'État, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais je pense que pour finir, c'est un cri du cœur que je fais peut-être ou un plaidoyer. Je pense que beaucoup de choses ont été dites ici ces 3 derniers jours et beaucoup de choses sont très souvent dites au Forum Galien. Mais là, le cri du cœur, ce serait de faire en sorte que tout cela ne s'arrête pas ici. Tout cela doit pouvoir générer autre chose. Tout ce qu'on dit ici, parce qu'il y a eu les jeunes, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup d'initiatives, et ce serait bien que tous ensemble, par rapport à la couverture santé universelle, on crée une coalition autour de ça, autour de la thématique, que tous ensemble on tire dans la même direction. Parce que comme je dis souvent, seul, on peut aller vite, mais ensemble, on ira sûrement plus loin. Merci beaucoup. Bravo, et votre cri du cœur est entendu. Et je pense fait écho à ce qu'on ressent toutes et tous. Donc vraiment, on est défiés pour voir comment aller de l'avant sur la gouvernance, sur les mécanismes de financement et les partenariats. Donc, je passe à vous, Monsieur le Directeur Général, Monsieur Aïssi. Vous nous avez déjà bien expliqué et avez abordé certains des piliers de la couverture sanitaire universelle. Donc, quels sont, selon vous, les axes stratégiques de la politique commune d'accélération vers la CSU? En quelques mots, s'il vous plaît. Je sais que c'est un vaste sujet. Oui. Et ma coprésidente demande 2 minutes pour qu'on ait le temps d'avoir pas mal de discussions. Merci. Merci beaucoup, j'essaierai. Les 16 sont au nombre de 5, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. On a parlé déjà de la gouvernance. L'OAS travaille dessus en ce qui concerne la formation, les curricula, au niveau des personnels de santé, et avec CAMES, là c'est au niveau francophone, mais nous pensons également agir au niveau des anglophones et des lusophones pour qu'il y ait l'équité. Le One Health, nous l'avons développé maintenant au niveau des 15 États de l'OAS. En tout cas, sur la gouvernance, avec la possibilité de mobilisation de ressources, l'OAS est très en avance au niveau des pays. L'approvisionnement en médicaments, nous venons d'avoir un échec par rapport au lancement à tous les pays pour assurer la coordination, puisque la CEDEAO a décidé de créer un pôle pharmaceutique au niveau de la communauté. Nous avons lancé l'appel pour le coordinateur. On n'a pas eu suffisamment de candidats. C'est pour vous dire qu'on travaille dessus, ça existe. Pour le reste du système de formation et autres, je ne vais pas. Mais je voudrais venir sur la ressource humaine. Pour dire que notre plaie au niveau de la communauté aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas aux normes. Et les quelques ressources humaines sur lesquelles nous pensons, surtout les jeunes, sont tous vite partis. L'OAS est en train de travailler dessus avec les États pour que les nouveaux sortis, les ressources humaines nouvellement sorties, qu'on puisse les retenir sur place, qu'on puisse leur trouver quelque chose d'attractif pour les retenir, ne serait-ce qu'un temps. Pendant ce temps, ils ne sont plus étudiants. Pendant ce temps, ils auront un peu de ressources eux-mêmes, parce que c'est des jeunes sortis de l'université. Ils seront accrochés à quelque chose, quelqu'un va les accrocher, ils pourront rester. On pourra développer plus tard. Mais c'est surtout, nous pensons que ces ressources humaines en santé peuvent avoir comme base la santé communautaire. Si nous voulons aller
répondre normalement au niveau de la CSE que nous voulons, il faut que nous donnons confiance aux communautés. Puisque nous tous aujourd'hui, on se prépare à avoir des superstructures, des plateaux techniques très élevés. Mais en réalité, c'est que les hôpitaux aujourd'hui ne recordent que des complications. Parce que le parcours est long, parce qu'il y a beaucoup de barrières sur le parcours, alors que si au niveau de la communauté, nous apprenons aux communautés comment reconnaître très tôt pour venir à l'hôpital très tôt, nous allons traiter moins de complications. Nous n'avons pas besoin d'avoir de superstructures. Je ne vais pas développer plus loin parce qu'il vaut mieux avoir des étincelles que d'avoir des structures pour éteindre les incendies. La communauté saura reconnaître les menaces des épidémies et va constituer trop vite un système d'alerte rapide pour qu'on ait éteint des étincelles que d'attendre à éteindre les incendies. Le financement, je voulais permettre que je revienne dessus un peu. Le mode de financement aujourd'hui est discriminatoire. Quel qu'en soit ce que vous gagnez, quel qu'en soit le mode choisi par l'État, que cela soit l'assurance de l'État, que cela soit l'assurance privée, c'est proportionnel. Quand nous sommes malades, nous allons à l'hôpital, nous souffrons des mêmes maux. Supposons que ce soit une infection de je ne sais quoi, une péritonite infectée qui est à côté compliquée, vous pouvez vous en sortir avec 500 000 francs de facture. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs, qui va contribuer à hauteur de 20%, ça lui fait 100 000 francs. Pourra-t-il être à la hauteur par rapport à quelqu'un qui gagne 2 millions? Donc, c'est discriminatoire. Moi, je pense que si nous devons aller à la santé universelle très tôt, il faudrait forcément que l'État repense ou nos États repensent prendre la santé dans un domaine économique sur lequel il faut vraiment, cette santé, il faut investir dessus pour avoir de la plus-value. Il faut prendre la santé comme la sécurité. La police, aujourd'hui, vous avez des menaces, vous ne payez pas. Donc, on peut créer des taxes sur des impôts. Ça peut être le TVA, pour que quelqu'un qui est malade, le paquet soit élargi, surtout au niveau des urgences, que ça soit pris gratuitement. Nous aurons moins de barrières pour aller rapidement vers l'accès universel. Je vous remercie. Merci, ce sont des suggestions concrètes. Elles rejoignent certaines faites par le professeur Omaswa sur les ressources humaines, mais notamment sur les questions de financement. Et la dernière question, pour clore les contributions des panélistes, avant d'ouvrir la parole aux quelques questions de l'assistance, c'est au professeur Hérolier. Merci d'avoir fait un tour de l'état de la réglementation dans votre pays. Sur cette base et votre expérience, quelles réformes pourraient avoir un impact des plus favorables sur la couverture sanitaire universelle en Afrique? Merci beaucoup. Je ne vais pas allumer un incendie qu'on va essayer d'éteindre rapidement. Quand on écoute, et je pense que l'assistance pourra dire un mot, c'est que le problème de la couverture sanitaire universelle ou maladie universelle, après, globalement, comme un beau slogan théorique, difficile à appliquer en pratique sur le terrain. Je crois qu'il faut déjà sortir des salles de conférence et aller sur le terrain. Discuter avec les personnes du terrain. Ça a peut-être été fait, mais je pense que ça n'a pas été fait comme il le fallait. Et remonter ensuite dans la salle de conférence pour avoir des stratégies adaptatives. Je prends ma casquette maintenant de professeur à la faculté de médecine ou des autres universités. Ce que nous, on doit apporter aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on a déjà un déficit de ressources humaines qui met en péril la couverture maladie universelle. Le universel vaut pour beaucoup de choses. Universel, dans l'universel, il y a médicaments, il y a soignants, il y a soignés, il y a tout ce qu'il faut mettre. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que, j'emploie ce terme bobologie, qu'on doit au départ, je vais vous donner un exemple rapide pour finir. Quel que soit le pays où on sera, le niveau tertiaire, CHU, tout ça, ne représente pas plus de 5% de l'ensemble de la morbidité de tout le pays.
On se bat pour équiper 5% ou 4 ou 5 CHU ou 6 pour 5% des patients. Pendant que 95% sont dans la périphérie des établissements de santé de premier contact. Si nous, qui sommes au niveau de la formation, médecins, infirmiers, sages-femmes, on leur apprend à bien prendre en charge les premières pathologies qui vont du dépistage à la prévention au traitement simple. On ne va pas arriver à la péritonite. On ne va pas arriver pour un diabétique qu'on aura dépisté tôt à la périphérie. On ne va pas arriver à l'amputation ou à l'hospitalisation. Donc, que la couverture maladie universelle s'intéresse d'abord à la bobologie, à ce qui est en périphérie. Et que nous, académiques universitaires, on les aide à élaborer des algorithmes décisionnels. L'autre élément qui est important à mettre dans la couverture santé universelle sont des éléments de langage. Dès qu'on parle de couverture maladie universelle, on voit la maladie, on ne voit pas l'amont de la maladie qui est la prévention et le dépistage, et on voit le médicament, on ne voit pas la prestation qui va depuis le diagnostic jusqu'au médicament. Moi, je peux voir un patient et ne pas lui donner de médicament. Le conseil, la parole est un soin. Donc, la couverture santé universelle dont on parle aujourd'hui n'aura d'intérêt que si on travaille dans la périphérie, comme j'ai tendance à le dire, à la fin du goudron. Mais ce n'est pas nous au CHU. On multiplie les centres de santé dans les pays et quand vous faites l'analyse situationnelle, il y a des centres de santé qui par an et répartis maintenant au quotidien ne reçoivent pas 10 patients par jour. Donc, où sont ces patients? Ils sont dans la communauté. Mais comment impliquer la communauté pour que ces patients n'aient pas un parcours de soins dont on a parlé tout à l'heure? Donc, pour moi, aujourd'hui, on a tellement, j'ai assisté à la session précédente, on a tellement de nouveaux outils de diagnostic performants au lit du malade qui peuvent marcher même sans électricité qu'avec des piles, qu'il faudrait que dans la périphérie, on puisse faire une échographie. Quand ils n'ont pas l'échographie dans l'établissement de santé de premier contact, ils vont dans l'infirmerie privée à côté, on leur fait l'échographie. Et pour finir, je rejoins ce qu'on a dit sur le prix. Mais le problème du prix qui est plafonné dans certains endroits, c'est qu'on n'a pas travaillé sur la modélisation des coûts, adapté au changement de profil démographique. L'âge moyen de nos populations augmente. L'espérance de vie est pratiquement pas loin de 60 ans. Ce qui veut dire qu'on aura de plus en plus de maladies liées à l'âge, qu'on n'a pas inclus. Et si on ne les inclut pas, ce n'est pas les inclure en termes de maladies graves. Mais lorsqu'on a cette espérance de vie à 60 ans, tout doit être dans le dépistage. Tout doit être dans la prévention. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer en disant que nous, académiques, notre rôle, c'est d'accompagner le ministère de la Santé dans l'approche multisectorielle, le ministère de la Famille, de la Femme, pour leur dire aujourd'hui, on va vous aider en développant des outils de diagnostic et de prévention. Voilà. Merci beaucoup, professeur Eolier. Justement, dans cette approche multisectorielle, tout à l'heure, je vais donc passer la parole à Sylvia. Ma qualité de membre du jury, je suis donc appelée à une rencontre tout de suite, donc je vais donc me retirer. Je m'en excuse et je vais, comme disait tout à l'heure Zenabou, courir encore afin de pouvoir répondre à une autre obligation. Donc, je m'excuse et je laisse la parole donc à la co-chair. Merci et encore applaudissements et meilleure discussion pendant le comité de sélection. Donc, je pense qu'on a vraiment eu des suggestions, des perspectives extrêmement pertinentes basées sur les expériences de la région, de certains pays. Je sais qu'on est en retard et vous avez certainement faim, mais en tout cas, vraiment bravo aux panélistes. Nous avons aussi le professeur encore en ligne. Je voudrais prendre peut-être quelques questions et vraiment rapides et brèves, soit des contributions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, de les adresser aux panélistes concernés. Merci. Voilà. Et c'est un dernier recours qu'on vient au niveau des structures de santé. Donc, nous sommes en train de mener un certain nombre de recherches et on constate que les populations ont recours au système traditionnel au début,
avant d'aller au système conventionnel. Et quand il est au système conventionnel, il a recours contemporainement et après également. Voilà, donc il y a lieu que nous puissions travailler sur la question des indicateurs et que nous prenions en compte les praticiens de la médecine traditionnelle comme des ressources qui sont au niveau des communautés, qui peuvent donner des informations, qui doivent être renforcées et qui peuvent orienter. Et donc, c'est la question de la collaboration réelle pour que les patients arrivent tôt au niveau des systèmes de santé. Et donc, pour cela, DG de l'OAS, bon, je lui disais ce matin qu'on va venir avec des propositions parce que l'OAS fait beaucoup. Depuis 2009, on a un congrès scientifique qui se tient chaque année, de rencontre entre les praticiens des systèmes conventionnels et du système traditionnel. On a commencé à introduire dans la formation des médecins la médecine traditionnelle, mais moi, j'aimerais que nous puissions faire des propositions et pour beaucoup plus mutualiser, parce qu'il y a beaucoup de programmes, et qu'il y ait des moyens également pour cet accompagnement, l'inspection, entre les différentes rencontres de l'OAS. Voilà, je m'arrête là. Merci. Et vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, brièvement? Ah, voilà, moi, c'est professeur Rokia Sanogo, enseignant-chercheur en pharmacie. Je dirige le département médecine traditionnelle au Mali. Je suis expert de l'OAS pour la prise en compte de la médecine traditionnelle. Donc, 30 secondes par question parce que les traducteurs doivent aussi prendre une pause. Donc, voilà. Merci beaucoup. Rapidement, Dr Moreira, merci beaucoup pour votre… Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Dr Bruno Arolupe, je travaille à l'UNICEF Sénégal. Concernant votre expérience de renforcement des capacités des jeunes sur la question de l'accueil, comment faire pour que l'empathie soit plus au rendez-vous afin que l'expérience de soins des utilisateurs de services soit la mieux possible. À côté de cette formation, est-ce que vous avez pensé à un programme d'évaluation de son impact? Parce que dans la dimension de la qualité des soins, le pilier qu'on évalue le moins, c'est la satisfaction des clients qui utilisent cela pour voir comment ajuster nos services au niveau des structures de santé. Merci beaucoup pour ce panel. Beaucoup de choses très intéressantes ont été dites. Dommage, le temps nous presse. Merci. Merci. On a le temps encore pour peut-être une ou deux questions. Donc, madame, tout au fond là-bas. Tout au fond. Merci. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Je suis le docteur Deifa Tungom. Je m'excuse parce que je n'ai pas vu qui c'était. Donc, donnez la parole à peut-être une autre organisation, je vous reviendrai. Ça marche. Merci, parce que c'est aussi de l'UNICEF. Donc, je ne veux pas être accusée de faire… je n'ai pas vu si loin. Monsieur. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Elhadji Daour Taw. Je suis étudiant en 7e année de médecine à l'université Assane Seck de Ziguinchor. En fait, par rapport à la qualité des soins, vous avez relevé le problème des ressources humaines. Maintenant, certes, au Sénégal, la prise en charge hospitalière, comme hospitalière, est gérée certes par des professionnels, mais il faut aussi dire qu'une très grande partie est gérée par les étudiants en médecine, les étudiants en pharmacie, les internes des hôpitaux et les DS. Et certes, investir sur ces étudiants-là, c'est investir sur l'amélioration des qualités de soins dans le temps. Je voulais demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre à votre niveau pour ces étudiants-là, quoi. Merci beaucoup. Merci. Oui, madame. Et je prendrai encore une dernière question après. Merci, madame la présidente. Je suis Agosso Judith, étudiante en 6e année de pharmacie à Cotonou, à l'école de pharmacie. Je m'en vais pour commencer à féliciter le docteur Ferreira parce que dans son propos, j'ai entendu vraiment des choses intéressantes, surtout en ce qui concerne la gratuité de la prise en charge du cancer de sein et aussi l'ajout de la vaccination contre le papillomavirus. C'est vraiment des choses qui m'ont je vais dire impressionné parce que c'est très important et beaucoup de systèmes de soins ne tiennent pas compte de ces pathologies-là, surtout l'HPV. Je m'avais fait en fait un apport
un apport donc, sur ce sujet qui est très important, la qualité du soin. Et à ma compréhension, je pense que pour parler de qualité du soin, il faut vraiment penser au système d'accréditation des centres de soins. Et la dimension à laquelle moi je vois cela, c'est en fait rendre obligatoire les processus d'accréditation pour les grands centres hospitaliers dans nos pays. Cela en fait oblige les praticiens à atteindre un certain niveau d'excellence dans leur pratique et se soucier aussi, comme beaucoup l'ont rappelé, de l'appréciation que feront les patients de leurs soins. Donc, c'est très important, en fait, que quand on parle de qualité de soins, qu'on pense à rendre obligatoire, tout au moins à vraiment recommander cela. Merci. Donc, le président de l'OAS est là, il l'entend. Donc, c'est vraiment important de penser à l'accréditation. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. La dernière question, en 20 secondes, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Donc, je suis le docteur Ndeye Fatou Ngom et je travaille à l'UNICEF. Merci aux panélistes. Juste peut-être 2 points rapidement, comme vous l'avez dit. Le premier a trait, en tout cas, à la qualité des soins par rapport à l'offre de la couverture maladie universelle dans nos pays. La plupart du temps, en tout cas, le paquet qui est en tout cas proposé n'est pas trop un paquet, je veux dire, complet, et la qualité ne s'y est pas par rapport à tout ce qui est manquement, aussi bien par rapport, si on aborde la partie des médicaments, que par rapport aux services. Et le deuxième point, c'est par rapport à la demande. Professeur Serge est revenu sur ça, insister sur la demande de soins pour un peu avoir, avec le dispositif communautaire que nous avons au niveau de notre pays, en tout cas pour le Sénégal, que je maîtrise, insister sur comment vraiment susciter ces demandes de soins. Merci. Merci, c'était bien. Donc, je vais donner la parole aux 4. Ah, voilà, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi. Désolée, je ne vous ai pas vu. Je suis Charles Kokou. À la base, je suis assureur. Et donc, j'ai demandé à prendre la parole parce que tout à l'heure, madame parlait de la culture d'assurance, qui est un frein au développement de la culture sanitaire universelle. Mais en fait, c'est quoi l'assurance? Et qu'est-ce qui fait que les assurances n'arrivent pas à fonctionner? Le procès, c'est que chez nous, en Côte d'Ivoire, on a dû prendre récemment une loi qui contraint les populations à souscrire à l'assurance universelle. Avant d'avoir accès à tout papier, il faut présenter sa carte. Donc, c'est une obligation. Mais on ne peut pas obtenir des résultats dans l'obligation. On obtient des résultats parce que les gens sont convaincus de ce que c'est bien pour eux. Mais, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'assurance ne fonctionne pas? J'ai eu une expérience où j'ai reçu quelqu'un d'un certain niveau, quand même social, qui se plaignait de ce que depuis les années, il a souscrit à l'assurance et il n'est pas tombé malade. Donc, dans son esprit, on lui a pris son argent. Donc, il traitait un peu à la limite les assureurs de voleurs. Alors, je lui ai dit que c'est vrai que vous n'êtes pas tombé malade, mais vous avez bénéficié. Parce que l'assurance, c'est de la solidarité. Le médecin qui vous a soigné est peut-être tombé malade. Et nous avons utilisé cet argent pour lui permettre d'être en bonne santé pour s'occuper de vous, le policier et ainsi de suite. Et la personne me répond, mais ce n'est pas mon argent que vous allez prendre pour soigner cette personne. Vous voyez que c'est un problème parce que l'assurance, en fait, est basée sur un principe simple qui est l'amour. En Afrique, je ne pense pas que nous ayons suffisamment d'amour pour notre prochain. Et ce qui fait que nous avons du mal à faire en sorte que ces assurances fonctionnent. Pour que nous puissions avoir la culture de l'assurance, il faut que nous apprenions à développer l'amour des uns pour les autres, pour faire cette solidarité qui permet donc à l'assurance de fonctionner. Merci. Merci pour votre contribution. Je pense que j'ai vu tout le monde. Donc, je demanderai à tous les 4 panélistes de réagir rapidement, mais certains ont aussi été invoqués. Donc, 1 minute pour terminer. On avait 1h30, on est dans le temps, mais comme on a commencé tardivement et par respect pour les traducteurs, nous devons de clôturer. Donc, je commencerai par Dr Moreira. Vous avez eu plusieurs questions et peut-être 1 ou 2 remarques finales.
Oui, merci beaucoup. Je vais aller très, très vite. Il y a une question sur les étudiants, le mentorat. En fait, c'est un programme que nous sommes en train de construire et il y aura effectivement ce volet évaluation qui est important pour voir où est-ce qu'on en est. Et ça rejoint la question sur le mentorat. Il vise justement les étudiants finissant pas forcément ceux qui sont déjà en fonction, les médecins en fonction. Donc, notre priorité, c'est les étudiants, les doctorants. C'est là où nous pensons qu'on peut faire beaucoup de choses avec eux. Parce que comme on dit chez les autres, c'est peut-être un peu, les habitudes sont un peu déjà là. Donc, je vais profiter rapidement. J'avais un point pour l'interordre par rapport à l'ordre. Ici, on a créé un interordre entre les ordres et c'est avec une présidence tournante, juste pour vous partager ça. Pour l'accréditation, je pense que c'est très bien, mais accréditer et les structures et les personnes. On devrait arriver à un moment où chaque personnel de santé devrait être accrédité s'il fait ABC des parents, y compris une formation, etc. C'est des choses que je pense que l'OAS devrait peut-être réfléchir là-dessus. Et l'OAS également par rapport à la diaspora. La diaspora en santé, il y a beaucoup de choses à faire. Ils veulent, en dehors de travailler sur ceux qu'on veut retenir, ceux qui sont partis veulent, je vous assure, je suis un exemple, ils vont revenir. Ils veulent revenir, mais bon, c'est un vaste débat, mais je vais juste lancer l'idée. Je finis avec la communauté, l'engagement communautaire. C'est la clé. Les populations savent mieux que nous ce qu'il faut pour leur santé. Donnons-leur, COVID nous l'a montré, malheureusement, je pense qu'on est en train d'oublier tout ce qu'on a appris pendant COVID. COVID nous a montré, quand on les a mis devant, ils ont trouvé des solutions. Quand on leur a dit, voilà tous les dangers, donc on a arrêté de leur dire, il faut. Quand on les a mis devant, ils ont trouvé des solutions. Et je pense qu'y compris par rapport à ça, on pourrait gagner cette bataille comme ça, et surtout en utilisant les leviers culturels. Culturellement, on est solidaires. Et on n'a pas trouvé le levier pour faire passer ça de culturel vers l'assurance moderne. Mais on a des leviers de solidarité en Afrique. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur. Monsieur Aïssi, de GDOAS. Oui, merci. Je n'ai pas eu tellement de questions, j'ai eu des commentaires. Mais je voudrais dire à mademoiselle Agossou que j'ai parlé des fois de l'accréditation dans mes questions. Parce que s'il n'y a pas accréditation, il n'y a pas qualité. Pour vous répondre tout de suite, dès l'année prochaine, l'OAS, avec la diaspora, surtout les nôtres qui ont du temps, qui ont saisi, c'est dans le programme, vous verrez, là je lance l'appel à tous les pays dont les gens au niveau de la diaspora, l'OAS a fait une provision pour les faire venir accompagner les leurs, ne serait-ce que pour la main. C'est à partir de janvier prochain. Merci. Merci. Professeur Eolier. Merci beaucoup. Bon, je pense que moi, le mot de la fin, si on peut dire, il y aura une couverture santé universelle adaptée et progressive. Elle ne sera pas faite immédiatement. Je vais vous donner un exemple simple avant de finir. Vous savez, lorsqu'il y a eu Covid, il y a eu pas mal de perturbations des programmes. Le programme le moins perturbé est celui du paludisme, parce que c'est le programme qui a le plus facilement développé la prise en charge communautaire. Le programme VIH qui a fait la décentralisation a une approche communautaire qui est dans une communauté des personnes vivant avec le VIH, mais on oublie la communauté de la famille. Donc, oui, il faut simplement prendre le modèle de communauté en zone rurale, en zone décentralisée, pour pouvoir le transférer même dans nos communautés au niveau urbain. Moi, j'appartiens à la communauté des médecins et des enseignants. Donc, si je travaille pour ma communauté, c'est un programme communautaire. Il ne faut pas qu'on dise la communauté à ceux qui travaillent dans les zones reculées. Je pense que ça, ce n'est pas un très bon message. Nous avons dans nos propres villes, à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, des endroits semi-urbains ou semi-ruraux, selon, qui ne sont pas accessibles par tout le monde. Donc, là-dessus, moi, j'y crois. Je crois en l'amélioration du système de santé, mais le message principal qu'on doit retenir d'ici, la couverture maladie universelle ne marchera que si nous sommes attractifs. Pour le moment, les centres de santé sont plus de repoussoirs que de centres attractifs. Ils sont repoussoirs, pourquoi? Parce qu'au plan de l'ergonomie et de la qualité même infrastructurelle, ils n'attirent pas. Et au plan des ressources humaines, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de courtoisie. Il y a encore ce complexe de la blouse qui nous fait prendre pour des aides supérieures. Devant la maladie, nous sommes des aides inférieures. On retient ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et finally, I don't know if Professor Omaswa is still with us. Professeur Omaswa, est-ce que vous êtes encore avec nous? If you are with us online.
Sinon, je veux vraiment remercier très chaleureusement les panélistes. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'observations, de commentaires et des actions très concrètes. Je ne vais pas les résumer parce qu'on est court de temps, mais vraiment, je voudrais reprendre la question de cette coalition, comment on va de l'avant avec les partenariats, parce que vraiment, le panel ici est très divers et riche. Nous avons des praticiens de la société civile, l'OAS, gouvernement, partenaires au développement. Et je pense que c'est vraiment important de noter. Et je sais que le Forum Gallien va refléter les discussions, les actions. Et je pense que cette coalition et les partenariats que nous forgeons aujourd'hui vont se manifester avec des actions concrètes. En tout cas, merci pour votre temps. Merci vraiment au Forum Gallien pour l'organisation. Aux participants, bon appétit aussi pour les traducteurs qui, je sais, avaient besoin d'un... Ah voilà, Professor Omaswa, I was asking any final comments from you before we close the panel. From Can you hear us? Yeah. You have to unmute. I am unmuted. Professor Omaswa, you have to unmute. It is unmuted. Unmute. Muted. Can you hear me now? Very good to see you at the end of the panel. I don't know if you followed with the translation, but any final remarks will be fantastic. It's been a fantastic conversation. Just one point I would like to be my leave behind message. I believe over many years that the quickest way for Africa to achieve UHC, leave no one behind, reach everyone where they live, is through community health systems. Many of the panelists have talked about that, but we are not doing it as we should. We should establish community health systems, community health structures, not just employ community health workers, but have a community health system which is part of the main health system, with a health committee in the village, which is multi-sectoral. And when those people, including the traditional healers, including the cultural leaders, including the religious leaders. So for COVID in Uganda, I am the chair of the Community Engagement Subcommittee. And we established village COVID task forces in every village, chaired by an elected village leader. And it just works wonders. So that's my offer, community health systems, where there are community health workers, but let's not talk about community health workers alone without the support they need and through those committees. Thank you so much. Thank you. That's one of the first question. Vous avez adressé la première question sur les travailleurs communautaires et les réseaux communautaires. Merci, thank you. Merci à toutes et tous. Bon appétit et à tout à l'heure. Et merci vraiment aux panélistes. Un dernier applaudissement pour ceux qui sont. Pour la 5e année consécutive, le Forum Gallien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 6 au 9 décembre 2022. Le Forum Gallien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « Accélérer la marche de l'Afrique vers la couverture sanitaire universelle ». Placé sous la présidence effective de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Gallien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'économie, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel, des universitaires et des centaines d'étudiants en médecine et pharmacie
ainsi que des jeunes innovateurs. Cette 5e édition du forum, avec 1500 participants, sera organisée en format présentiel et virtuel avec, du 6 au 9 décembre 2022, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le vendredi 9 décembre 2022 se tiendra une cérémonie en présentiel au cours de laquelle, pour la seconde fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 6 au 9 décembre, le forum Galien Afrique fait de Dakar la capitale africaine de la santé, de l'innovation et de la recherche.